Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astro Nature 49 en compagnie de Pascal et Mathieu, nos deux astronomes amateurs du 49. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des dernières actualités, alors que ce soit dans le domaine de l'astronomie, astronautique ou du spatial. Et donc nous allons décortiquer un peu les dernières actualités. Et donc c'est Pascal qui va nous parler de ces dernières actualités. Voilà, donc très bien, alors on est content de se retrouver, oui. N'est-ce pas ? Cette nouvelle année, le format va être un petit peu différent, donc on en a parlé un petit peu ensemble. On va essayer de faire quelque chose de plus court, mais également pour pouvoir voir plusieurs choses. L'année 2021 donc, a été riche en événements astronomiques. Alors, on va faire en plusieurs étapes, on va en voir quelques-unes là, seulement maintenant, pendant quelques minutes. Et puis les prochaines vidéos, en fait, on reparlera également de cette année 2021, puisqu'elle a effectivement été très riche en événements astronomiques. Alors, brièvement ici, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé au mois de juin avec le télescope spatial Hubble. Certainement, Mathieu. Oui, bien évidemment. La grosse panne. Qui a pu louper ça? C'est impossible. Voilà. On rappelle que Hubble est en service depuis combien? 30 ans? Eh bien oui, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Et puis, alors, en juin 2021, grosse panne d'ordinateur. Donc, en fait, tous les instruments de mesure ont été mis en veille. C'est ça. Finalement. Voilà. Et heureusement, l'ordinateur auxiliaire, en fait, a pu fonctionner. Redémarrer en mode sans échec, il me semble. Oui, voilà, donc tout à fait. Oui, parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait un problème, il y avait une navette qui pouvait aller sur place. Voilà. Et là, et des astronautes pour effectuer les réparations. Tout à fait. Et en fait, mais c'était juste la navette. En fait, elle était juste les dimensions pour pouvoir accéder en fait à la station. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, donc il y en a plus. Alors donc tout se fait à distance. Donc heureusement, ça fonctionne et on sait que le télescope spatial Hubble a déjà fourni énormément d'informations et donc continuera encore à le faire. Mais bien sûr, vous avez surtout entendu parler de celui qui va à terme remplacer peut-être Hubble, qui est, Mathieu? Eh bien, le JWST, le James Webb Space Telescope en anglais. Voilà. Autrement dit, le télescope spatial James Webb. Voilà, donc ça ne vous a pas échappé. Alors, pourquoi il est intéressant? Eh bien, on en parlera plutôt le mois prochain. C'est ton émission, Pascal. Tu fais ce que tu veux. Voilà, on fera une rubrique spéciale donc, par rapport à cela. Alors, également, en cette année 2021, il y a eu la découverte de la comète géante, vous avez peut-être entendu parler, Bernardinelli Bernstein, en fait. Alors c'est une comète, donc tout le monde sait, c'est effectivement composé de glace, de poussière et de gaz. Cette comète vient, comme la plupart d'ailleurs des comètes, du nuage d'Oort. Alors pour la petite histoire, on a déjà fait une émission, donc vous pouvez regarder sur la chaîne. On mettra la petite fiche. Voilà, c'est ça. Dessus. Alors la particularité de cette comète, elle est géante. 200 km de diamètre. 200 km de diamètre. Alors vous connaissez tous la comète de Halley. Elle fait, elle, en comparaison, elle fait 8 km sur 15. Et puis celle que vous connaissez aussi, la comète donc, de Hale-Bopp. Un petit peu plus grosse celle-là. C'est ça, donc 40 km. Qui était passée en 1997. Voilà, oui, tout à fait. Mais alors là, c'est 5 fois plus grosse. Donc cette comète géante va faire l'actualité. Alors elle a été découverte en fait en 2014. Alors en fait, on l'avait répertorié, mais sans vraiment savoir. C'était juste un petit point, comme ça, sur les cartes. Et c'est seulement en 2021, en juin 2021, qu'on s'est aperçu que finalement, ce petit point, il bougeait. Il était sur une courbe elliptique.
Et il correspondait bien, en fait, avec donc, les calculs qui vont avec, correspondaient bien à cette comète qui venait du nuage d'Oort. Alors, elle est énorme. Alors, rassurez-vous, elle va même pas frôler la Terre, puisqu'elle va au-delà de l'orbite de Saturne. C'est ça. Et puis, elle sera au plus proche donc, de la Terre, mais encore une fois, sans passer l'orbite de Saturne. Oui, oui. Alors elle va rester très éloignée, malgré tout, sa taille va faire qu'elle va augmenter encore en luminosité et elle va devenir visible dans des petits instruments d'amateurs, Voilà. malheureusement pas à l'œil nu. Mais on peut toujours espérer quand même voir quelque chose assez facilement. Et c'est ça. Et en fait, au plus proche, ce sera donc pas avant Les années 2030 2030, ou à l'approche oui, dans c'est les ça. environs. Donc 2030, bien évidemment, on pourra l'observer avant et après, mais comme tu le dis Mathieu, uniquement avec des instruments. Exactement. Voilà, donc ça c'est ce que l'on pouvait dire. On va aussi donc parler maintenant de Bételgeuse. Alors vous vous souvenez, l'affaire Bételgeuse, il y a 1 an et demi déjà, on avait vu qu'elle avait une magnitude qui diminuait, qui augmentait. Alors on est en train de se dire, oh là là, elle va exploser en supernova, ça va être fantastique. Et beaucoup sont allés dans des hypothèses pour expliquer en fait, mais pourquoi est-ce qu'elle est en fin de vie. Donc on rappelle, Bételgeuse, c'est l'étoile qui marque l'épaule gauche de la constellation d'Orion. C'est ça. Donc c'est une supergéante rouge. Elle fait 1300 fois la taille du Soleil. Et en fait, il faudrait 1 milliard de soleils pour rentrer à l'intérieur de Bételgeuse seulement. Et pourtant, elle fait 15 fois la masse du Soleil seulement. Donc en fait, elle est très peu dense. Elle est très très étendue, mais peu dense. Alors c'est une étoile effectivement en fin de vie. Alors comme on le sait, avec des variations, elle gonfle, elle dégonfle. Voilà, c'est ça. On en avait parlé d'ailleurs dans 2 émissions spéciales que nous avions fait au début de l'année 2020. Voilà, donc on avait expliqué un petit peu tous les paramètres qui entouraient l'étoile Bételgeuse. D'ailleurs, je crois que c'est cette vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne. Oui, sans doute, oui. La toute première, l'affaire Bételgeuse. Près de 7 ou 8 000 vues, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez rajouter une vue, si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Petite promotion. N'hésitez pas à aller la voir, en fait. Alors, elle est estimée, sa fin de vie, dans 45 000 ans. 45 000 ans, c'est rien du tout en fait à l'échelle astronomique. Ouais. Donc c'est vrai qu'à tout moment, elle peut exploser. Voilà. Donc à tout moment. Il y a des signes avant-coureurs, mais lorsqu'elle explosera, juste avant, on n'aura pas forcément d'indices particuliers qui montreront qu'elle sera sur le point d'exploser. Voilà. Donc ce sera une grosse surprise pour tout le monde, que ce soit les amateurs ou les professionnels. Ça sera une grosse surprise. Donc c'est à surveiller chaque soir. Voilà. Surtout en ce moment où on la voit bien dans le ciel. Pendant 45 000 ans. Voilà, minimum, oui. Alors, ce qui sera également très important à ce moment-là, c'est qu'elle donc explosera en supernova et donc on la verra en plein jour. Et oui, effectivement. Et ça va être quelque chose de fantastique. Oui. Alors, à l'observation, qu'est-ce qu'on voyait ? Eh bien, en fait, comme on l'a dit, elle devenait de plus en plus brillante et puis ensuite, elle s'assombrissait. Bien, comme si elle était sur le point d'exploser. Et puis ensuite, plus rien. En fait, elle est redevenue à sa magnitude habituelle. Donc, Bételgeuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la variation de lumière dépendait en réalité de son activité convectionnelle. Alors, un peu comme si vous observez une soupe en train de bouillir. Alors, il y a des espèces de poches, de cellules qui vont se soulever et puis ensuite qui vont replonger, etc. Eh bien, Bételgeuse, comme d'ailleurs la plupart des étoiles, c'est exactement comme ça. On a la même chose sur le Soleil. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce qu'on appelle la granulation. Voilà, donc tout à fait. C'est le même principe que lorsque vous chauffez une casserole d'eau, en fait, ça finit par faire des bulles qui remontent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui
alors qu'est-ce qui permettait de comprendre pourquoi Bételgeuse était assombrie tout d'un coup? Eh bien finalement, on s'est aperçu que ce qui obstruait Bételgeuse, c'était en réalité le rejet de gaz et de poussière à sa surface, vue de la Terre. Donc en fait, c'est une cellule de convection plus chaude que les autres qui a éclaté au point d'éjecter son gaz qui, sous l'action d'un refroidissement, s'est condensé en poussière. En fait, le carbone et les silicates qui contenaient ces cellules, ont refroidi sous l'action du froid. Et en fait, ça fait des grains de poussière un peu comme de la suie. Il ne faut pas croire que c'était quelque chose de transparent. Au contraire, c'était quelque chose de suffisamment opaque. Et tout cela est arrivé, en fait, entre notre observation et Bételgeuse. Ce qui a fait écran à notre visibilité de l'étoile. Exactement. Et donc, sans l'obstruer complètement, fait au moins diminuer un peu sa luminosité. Exactement. En fait, si la même chose, le même phénomène s'était passé à un autre endroit, voire derrière Bételgeuse, en fait, on n'aurait rien vu du Absolument. tout. Et Bételgeuse n'aurait pas du tout perdu sa magnitude. Et oui. Voilà, donc alors en conclusion, le mystère sur Bételgeuse est levé. Les apparences peuvent être trompeuses. Tout à fait. Tout à fait. Et en astronomie, c'est ça. Les étoiles géantes font partie des astres les plus mystérieux de l'univers. On commence à comprendre notamment les signes avant-coureurs qui indiquent qu'une étoile est vieillissante, approche de sa fin de vie, mais à l'heure actuelle, on n'a quasiment aucun indice qui nous permette de montrer de prouver qu'une étoile va exploser dans les minutes, dans les heures ou même dans les jours qui suivent. Voilà. On a une vue pas assez poussée pour cela. Tout à fait. Enfin, dernière actualité, en tout cas pour cette rubrique, pour ce mois-ci, c'est Vénus. Alors, comme vous le savez, Vénus a toujours passionné en fait les astronautes. Et alors la raison est simple, c'est que Vénus, on l'appelle souvent la jumelle de la Terre. Et pourtant, en fait, elle n'a rien d'être jumelle de la Terre. En fait, plusieurs missions, déjà depuis longtemps, ont exploré donc Vénus. Alors, on a des missions, on peut en citer, URSS, la mission Venera, de la NASA avec Mariner 2, Pioneer Vénus, l'Agence spatiale européenne aussi, avec la Russie, ont envoyé plusieurs missions, Vénus Express en 2006 et en 2014. Et puis dernièrement, en fait, la mission japonaise de l'Agence spatiale japonaise, la JAXA, avec la mission Akatsuki. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom, mais c'est pas facile à prononcer. Voilà, tout à l'heure. C'est bien, Pascal. Tu l'as prononcé exactement comme il fallait. Bon, je ne sais pas si j'ai mis l'accent, mais bon. Alors, excusez-moi, c'est ni bon ni mauvais. Bon, d'accord. Et donc celle-ci, elle est partie en 2015 et elle continue toujours donc sa mission. Et en ce moment, en fait, il y a deux autres agences qui s'occupent de Vénus. C'est la NASA et l'Agence spatiale européenne. En fait, ils préparent donc des missions pour Vénus. Donc la première avec les sondes Veritas et DaVinci+. Oui, c'est ça, qui sont encore en projet. Alors le projet est lancé, il a été validé, donc il est lancé. Mais les sondes devront partir, je crois, dans la décennie, dans cette décennie-ci. Tout à fait. Et puis aussi donc avec l'Agence spatiale européenne, Envision. Oui. Donc également. Alors, donc ces sondes vont être équipées d'un petit orbiteur. Alors, un petit peu différente entre la mission Veritas et DaVinci+, puisque en fait cette mission va constituer à lancer un sondeur. En fait, c'est une mission qui va durer que quelques minutes, 63 minutes. Oui. Et la sonde, en fait, va traverser l'atmosphère de Vénus, recueillir le maximum d'informations, les transférer à l'orbiteur, qui en fait les redirigera sur la Terre. C'est ça. Alors que l'autre mission, Envision,
qui au contraire, elle, c'est un orbiteur en fait qui va tourner autour de Vénus et qui va en fait par spectrométrie va analyser en fait les différentes bandes de lumière qui permettra de voir toutes les structures internes de la planète. Alors, on rappelle la température de la surface de Vénus, c'est près de 500 degrés, avec 90 bars, donc 90 fois plus que la Terre. Et les pluies ne sont pas d'eau, c'est principalement de l'acide sulfurique. Exactement. Alors, on peut déjà dire que c'est invivable. Ah oui, très clairement. Oui. Et pourtant, certains ont cru qu'il y avait peut-être des petites briques qui pouvaient envisager que cet espace ait pu être habitable. Alors, comment c'est possible? Parce que, en fait, à 50 km au-delà de Vénus, eh bien, il y a une zone dans son atmosphère, atmosphère qui, en fait, il fait 0 degré. La pression est à 1 bar. C'est ça, on a des conditions à peu près similaires à celles que l'on trouve à la surface de la Terre. Voilà, c'est ça. À peu près seulement. Je te laisse... Et là, on pensait que dans cette zone-là, on trouverait de la phosphine. Vous avez peut-être trouvé cela. Donc la phosphine qui... on n'en trouve pas en fait sur Terre dans cette forme-là. C'est-à-dire que la phosphine, c'est en fait le marqueur d'une dégradation de cadavres moléculaires. On va dire ça comme ça. Donc, mais alors voilà, en fait, si on trouvait cela, ça voudrait peut-être signer des marqueurs en fait biologiques probables. Mais et là, je vous montre donc sur le dernier epsilon de janvier, eh bien, la dernière info, que je la retrouve, eh bien, c'est que finalement, on ne peut pas espérer grand-chose sur Vénus. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire. Même Vénus, la plus parfaite jumelle de la Terre, n'a jamais pu abriter la vie. C'est ça. Pas d'eau. Vénus est une fournaise, un enfer stérile. Et pourtant, elle est incroyablement similaire à la Terre. Presque la même masse, on l'a dit, la même taille, la même composition. Elle est juste plus proche de 40 millions de kilomètres du Soleil. Mais voilà, sauf que sa modélisation climatique vient de trancher. 2 points, aucun océan n'a jamais pu s'y former. Vénus n'a jamais été habitable. Comme on l'a dit, 450 degrés à sa surface, c'est la température moyenne, de quoi faire fondre le plomb. Et elle varie très peu, entre 440 et 480. 20 particules par million, c'est la quantité infime d'eau présente sur Vénus, sous forme de gaz. Autour de 50 km d'altitude dans son épaisse atmosphère. 0, c'est le nombre d'organismes vivants trouvés sur Vénus. Donc je suis désolé si vous pensiez voir des Vénusiens. C'est ça. Eh bien, ça ne sera pas encore dans cette actualité. Pour faire un petit jeu de mots, eh bien, toutes les hypothèses qu'on avait imaginées jusque-là qui modélisaient des conditions similaires à celles de la Terre au tout début de la formation de la planète, donc on parlait des océans, eh bien tous ces modèles-là tombent à l'eau. Oui, c'est ça. Bon, je vous laisse déterminer si c'est bien ou pas. C'est pas mal, oui, ça tombe à l'eau et je dirais même plus, moi, ça a été évaporé. Ah ben voilà. Voilà qui a dit. Voilà, donc merci Pascal pour ces brefs résumés de quelques événements qui ont eu lieu en 2021 et il y en aura d'autres qu'on détaillera aussi dans les prochains mois. Donc merci Mathieu et Pascal pour ces événements. Alors merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus sur notre chaîne Astronature 49. Alors n'hésitez pas puisque cette vidéo sera sous la rubrique Actu Astro en bref. Donc, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur cette rubrique. Et comme Bételgeuse, comme on a parlé tout à l'heure, vous pouvez revoir la vidéo. Il y a quasiment 8000 vues.
j'ai regardé tout à l'heure. Bon. Donc voilà, et bien en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Bientôt 400 abonnés, donc on espère que d'ici là, 3 de plus, ça fera du bien. Aux 500, il y a une surprise. Hein. Ah bah Oui, ah bah oui. Hein, faut leur dire. il faut hein. juste qu'on Donc, prépare quelque chose. Voilà, donc appelez vos copains, vos connaissances. Et voilà, c'est ça. Et puis voilà. bon, il y a le petit bouton rouge, hein, s'abonner. Oui, Voilà. oui, oui. Et C'est puis, tout simple comme manipulation. et puis laissez des commentaires. D'ici là, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes. Merci.